Une œuvre d'ethnologue, une œuvre d'historien, une œuvre de documentariste. On pourrait dire cela. L'auteur, on en connaît la mort, simplement, rapportée par son neveu. Oui, mais c'est un peu court pour prétendre connaître Pline l'Ancien. Par chance, voici en rediffusion Une vie, une œuvre consacrée à Pline l'Ancien, une émission proposée pour la première fois sur France Culture le 11 mai 1995. De la caprification, 3 espèces de nèfles, 4 espèces de sorbes, 9 espèces de noix, 8 espèces de châtaignes. Une vie, une œuvre, carreaux, Pline l'Ancien. des fruits charnus, des mûres, de l'arbouze. Une émission de Francesca Isidori et Christine Berlamont, De la terre avec de Sinope, François Degan, Isabelle Pantin, fournie Guy Serbat et Daniel Saunier. de la rubrique De l'herbe de lotus. Remettre que le 3. fourni 9. Du lotomètre 2, De l'ocre de l'héliotrope ou hélioscopium ou verrucaria 12, de l'héliotrope ou trichocum ou scorpiuron 14. Au début de l'époque scientiste, au 19e siècle, les chemins Bessus, c'était pas debout, etc. Bon. Et on continue à dire cela aujourd'hui. Vous verrez, dans l'introduction d'Ernoult, n'est-ce pas, il y a des passages très péjoratifs. Et, Aucun sens critique, dit-on. et maintenant, Aucun esprit scientifique. bien sûr, on dit qu'il n'a pas d'esprit critique, qu'il entasse n'importe quoi, qu'il accueille sans discernement les choses. Et moi, je prétends que, la plupart du temps, il signifie d'une certaine façon qu'il refuse les faits qu'il rapporte. Seulement, il procède comme un ethnologue. Il raconte tout ce qu'on croit. Et comme un ethnologue ferait, n'est-ce pas, s'il était quelque part au fond de l'Afrique ou de l'Amazonie, il recueille les croyances d'un peuple et il revient en disant voilà quelle est la culture de ce peuple. Je crois que finalement, l'impression la plus forte, c'est une sorte d'amusement, de gaieté qui vous prend à voir ces listes incroyables de choses, les unes après les autres, dans un savant désordre. Je dis savant parce que c'est, bon, évidemment, c'est quand même pas totalement le désordre. Il y a un essai pour classer, mais avec des boursouflures, des écarts, des erreurs d'aiguillage. Et c'est très amusant. On a un peu le plaisir qu'a un enfant à se perdre dans un dictionnaire. Vous ouvrez le dictionnaire à un mot, puis un autre mot vous accroche et vous partez comme ça à la dérive. Et on peut partir à la dérive dans Pline, c'est tout à fait étonnant. Il a effectivement recensé, ressassé et compilé les œuvres des autres. Ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'il le met en regard avec sa propre expérience, quelquefois, avec l'histoire romaine. Il le filtre, quelquefois il a la naïveté de dire qu'il va faire des remontrances à Aristote, et là, bon, c'est vrai qu'on peut quelquefois en douter, mais en tout cas, il a une grande vertu qui est une vertu de réanimation de ces connaissances-là, qui sont réintégrées dans la vie. Bon, il y a ces aperçus, ces éclaircies, tout à coup, il est au milieu d'une classification étrange, et puis vient une sorte un éclair de curiosité encore plus fort que d'autres fois, et il se passionne pour un sujet qui arrive comme ça. Bon, ces espèces de surprises au détour d'une belle classification systématique, ça c'est très amusant. Ça c'est comme s'il levait les yeux de son dictionnaire pour parler d'un sujet qui l'amuse. Bon, donc le papier, ou je sais pas, une sorte de pierre précieuse, ou les hommes célèbres. Au moment de parler donc des qualités de l'humanité, pouf, on a une liste d'hommes célèbres. Bon, ce sont ces sautes d'humeur, un peu comme dans Montaigne ou dans certains auteurs, enfin comme ça, qui sont capables de tout à coup de parler d'eux-mêmes au détour et comme à la dérobée.
Daniel Saunier. On le pille, on le cite, et puis on termine sur un petit couplet méprisant. Et je trouve que c'est une attitude anti-historique, dans la mesure où il montre l'état de connaissance des sciences d'un homme cultivé au 1er siècle de notre ère. Et on l'a méprisé, je comprends bien pourquoi on l'a méprisé. On l'a méprisé au nom de l'esprit critique, mais encore une fois, il faut le voir sa naissance de manière historique. On l'a critiqué au nom aussi d'une sorte de propriété, si vous voulez, des matériaux, de l'écriture. C'est vrai que Pline pourrait apparaître comme un plagiaire. Encore qu'ils disent aussi dans la lettre à Titus que d'autres avant lui en ont copié d'autres, mais sans le dire, et que lui, il a l'honnêteté de le dire, et il cite d'ailleurs ces références, que ce soit dans le domaine latin, Caton, Varron, Mucien, ou dans le domaine grec, Théophraste, Aristote ou Ctésias. Donc il est honnête. Et de toute façon, dans l'univers antique, ce type de piraterie et le fait d'être plagiaire, c'est un mot qui vient de plagiarius, qui signifie qui fait travailler pour soi les esclaves d'autrui. Ce type donc de piraterie était considéré comme légitime. Et de toute façon, Pline est bien un maillon important dans la mesure où il rassemble tout cela, où il est un maillon dans ce qu'on peut appeler, au sens juste du terme, la tradition, c'est-à-dire la transmission. Plinius Secundus à son cher Vespasien César, salut. C'est de mes livres d'histoire naturelle, ouvrage nouveau pour les muses de tes Romains et dernier né de ma production que je veux t'entretenir dans cet épître plutôt libre, très gracieux empereur. Les notes que je te dédie représentent un travail peu relevé. En effet, elles ne font pas de place au génie, d'ailleurs si médiocre en moi, et n'admettent ni digression, ni discours ou dialogue, ni événements merveilleux ou aventures variées, toute chose agréable à écrire ou plaisante à lire, car le sujet que je traite est aride. Il s'agit de la nature, c'est-à-dire de la vie, et dans ce qu'elle a de plus bas, exigeant pour une foule d'objets l'emploi de termes campagnards ou étrangers, et même jusqu'à des noms barbares qu'il faut faire précéder d'une excuse. Au surplus, le chemin où je me suis engagé n'est pas battu par les auteurs ni de ceux où l'esprit souhaite se promener. Il n'existe personne chez nous qui ait fait la même tentative, personne chez les Grecs qui ait traité à lui tout seul les parties du sujet. C'est une tâche ardue que de donner un air nouveau aux vieilleries, de l'autorité aux nouveautés, de l'éclat à ce qui est usé, de la clarté à ce qui est obscur, de l'attrait à ce qui est dédaigné, du crédit à ce qui est douteux, de donner à chaque chose sa nature et à la nature tout ce qui lui appartient. Aussi, même si nous manquons notre but, il est suffisamment beau et glorieux d'avoir voulu l'atteindre. Il ne s'amuse pas à son travail d'érudit, n'est-ce pas, pour le simple plaisir de s'amuser. Il croit jouer un rôle utile, n'est-ce pas, et il veut être utile à l'humanité. Guy Serbat. Iuvare mortalem, n'est-ce pas, est son ambition. C'est pourquoi, d'ailleurs, il écrit son histoire naturelle en la garnissant de tables des matières, répétées à la fin de chaque volume, n'est-ce pas, un de façon index, qu'on puisse un véritable index. le consulter, n'est-ce pas, facilement. Et il pense que les artisans, les agriculteurs pourront consulter son livre. C'est vrai, il a l'intention de servir aussi son peuple. Alors, Pline dit qu'il écrit pendant la nuit, pendant les heures de la nuit. Oui, en réalité, il lisait ou écrivait tout le temps, à croire son neveu, n'est-ce pas? Mais le neveu a laissé de lui une image qui est un peu trompeuse. Il le montre dans la peau d'un homme qui ne supporte pas de perdre une seconde, d'interrompre un secrétaire qui lit, n'est-ce pas, ou qui prend des notes. Quand on voit la réalité de sa vie, n'est-ce pas, jusqu'à 45 ans, c'est un officier supérieur. On n'imagine pas un officier supérieur, auteur d'un traité sur le lancer du javelot, et qui passe sa vie constamment assis à lire ou prendre des notes. Je crois qu'il ne faut pas trop faire valoir cette image du rat de bibliothèque, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est Pline lui-même qui dit, dans la dédicace à l'empereur Titus, il dit avoir collecté 20 000 informations à partir de 2000 livres. Où trouvait-il 2000 livres? En vérité, beaucoup plus.
beaucoup plus. Quand on fait le compte des auteurs, ce qu'il appelle les autores, qui figurent dans son texte, ils sont beaucoup plus nombreux que dans les bibliographies qui suivent les livres. Comme vous savez, il a donné des chiffres approximatifs. Il a dit 20 000, 500, 200, ça veut dire un grand nombre, un très grand nombre. Effectivement, il a eu une érudition extraordinaire. Et il est certain qu'il a passé une grande partie de sa vie, n'est-ce pas, à faire des fiches ou à faire des fiches. On a des preuves que certaines fiches étaient faites par des secrétaires qui écrivaient sous la dictée de Pline. De la terre de Lemnos, remède qu'il fournit 9. De la terre d'Égypte, de l'ocre, 3 remèdes fournis par la rubrique. Le cophorus, blanc parétonien. Pline l'Ancien a une vie assez brève, puisqu'il meurt, comme vous avez, en 79 après Jésus-Christ, le 25 août 79, dans l'éruption du Vésuve. Et qu'il était né... Il était, comme le dit son neveu, dans sa 56e année. Il était donc né à la fin de 23 ou au début de 24 après Jésus-Christ. C'est un Gaulois transpadant, puisqu'il est né à Côme. Il fait partie de cette bourgeoisie provinciale aisée, n'est-ce pas, qui fera l'ossature de l'Empire. C'est dans cette bourgeoisie, dans l'ordre équestre, que les empereurs puiseront l'essentiel de leurs fonctionnaires et même de très hauts fonctionnaires. Sa personnalité, c'est celle d'un homme d'action. Un homme d'action, c'est un serviteur loyal de l'État et c'est un intellectuel, philosophe, moraliste, n'est-ce pas, et d'une incroyable curiosité. Il est cependant surprenant, n'est-ce pas, qu'un homme de cette envergure, c'est exceptionnel, n'exerce aucune haute fonction et n'accède à aucune notoriété assez large que tard, à 45 ans, à l'avènement de Vespasien en 69. Pourquoi ? Pourquoi cette longue obscurité? Si vous regardez l'histoire, ça paraît assez simple, n'est-ce pas? Il a 13 ans à la mort de Tibère, en 37. Il a 17 ans à la mort de Caligula. Il a 30 ans à la mort de Claude. 3 règnes, n'est-ce pas, d'empereurs sournois, cruels, fous, comme Caligula, ou d'un despotisme feutré, mais néanmoins très réel, comme Claude. Après, c'est Néron, jusqu'en 68. Et l'année 78-69, qui est celle des 4 empereurs, n'est-ce pas? Néron se suicide, Galba lui succède, Othon succède tout de suite à Galba, Vitellius à Othon, non sans rencontre sanglante, jusqu'à la victoire finale de Vespasien, n'est-ce pas? C'est donc une époque de tyrannie, de folie, de guerre civile, de meurtre, n'est-ce pas? Que peut faire un homme intelligent? Eh bien, il essaie de ne pas trop attirer l'attention sur lui, n'est-ce pas? Il mène une vie discrète. Cette vie discrète, il la mène dans l'armée et dans l'étude. C'est ce qu'a fait Pline, n'est-ce pas? Et il a accompli une brillante carrière militaire. Il était chef d'escadron, préfectus à La Haye. Il a été tribun militaire, c'est-à-dire que c'était un officier supérieur. Officier supérieur qui a servi, non pas dans une garnison tranquille, loin des fronts, mais sur les frontières exposées de l'Empire, c'est-à-dire en Germanie, spécialement en Germanie inférieure. Pline est donc un homme d'action, c'est un officier supérieur, mais en même temps un officier que Suétone appelle industrius, c'est-à-dire un officier actif, qui réfléchit. Il écrit un traité du lancement du javelot au cheval, par exemple. Non, pas gardé, mais enfin, on sait qu'il l'a écrit par son neveu. Il écrit une histoire de la guerre de Germanie, n'est-ce pas, en 20 volumes, qui seront une des sources de Tacite. C'est un livre apprécié. Il écrit des volumes de grammaire. Il écrit 11 volumes de grammaire. Et enfin, pendant cette vie active en Germanie, il recueille certainement des informations pour son histoire naturelle. Il collecte des données. François de Gand. 37 livres, bon, c'est énorme. Ça occupe presque 1 mètre de bibliothèque en rayonnage. Bon, actuellement, dans la dernière édition commentée avec une traduction française. Alors, après un préambule et un index, et déjà l'index compte énormément de pages, j'ai pas compté, on a un livre sur le monde physique, les astres, les vents, les climats, la terre, l'eau et le feu. Puis vient la géographie.
Alors la géographie, bon, c'est l'occasion de décrire les continents, les montagnes, les îles, les fleuves, les villes, mais aussi les peuples, et de décrire les îles fortunées, qui font partie de la géographie. Bon. Alors ça, ce sont les livres 3 à 6. Puis vient l'homme. Tout à coup, au beau milieu, il y a l'homme, avec la méthode qu'il a suivie pour étudier l'homme est un peu étrange. On commence par parler de sa naissance, de sa génération, et puis de ses qualités. La force, le courage, la clémence. Et puis, on a une liste d'hommes excellents, d'hommes qui ont été parfaits dans leur genre. Alors, c'est une liste de héros de l'humanité, un peu comme les grands hommes d'Auguste Comte. Et puis, on revient à la fin de ce livre 7, sur la maladie et la mort. Et les causes de mort, est-ce que l'âme est immortelle, enfin, ce genre de questions. Et puis, viennent ensuite une grande quantité de livres sur les animaux, jusqu'au livre 11, donc 8 à 11, la moitié de 11. Alors on commence, je ne sais pas pourquoi, par les éléphants. Alors les éléphants, là, ça vaut la peine de lire la table des matières sur les éléphants. Des éléphants, de leur intelligence. Quand a-t-on attelé des éléphants pour la première fois? Docilité des éléphants. Action merveilleuse accomplie par les éléphants. De l'instinct des bêtes pour discerner les dangers qui les menacent. Quand a-t-on vu pour la première fois des éléphants en Italie? Combat entre des éléphants. Moyen de capturer les éléphants, moyen de les apprivoiser, de leur reproduction et autres particularités physiologiques, lieu où ils naissent, antipathie des éléphants et des dragons. Passons aux autres êtres animés et d'abord aux animaux terrestres. Le plus grand est l'éléphant. C'est aussi le plus proche de l'homme par les sentiments. Il a en effet l'intelligence du langage de sa patrie, l'obéissance au commandement, la mémoire des tâches qu'il a apprises, la passion de l'amour et de la gloire, mieux encore, qualité rare même chez l'homme, la probité, la prudence, l'équité, même le culte des astres et la vénération du soleil et de la lune. Des auteurs rapportent que dans les montagnes de Mauritanie, leurs troupeaux descendent quand brille la nouvelle lune sur les bords d'un fleuve nommé Amélus. Là, ils se purifient en s'aspergeant d'eau solennellement, et après avoir ainsi salué l'astre, ils regagnent leur forêt en portant devant eux les petits fatigués. Ils comprennent aussi la religion d'autrui, et l'on croit que lorsqu'ils vont traverser les mers, ils ne consentent à s'embarquer qu'après que leur cornac leur a promis par serment le retour. On en a vu qui, accablés par la souffrance, car les maladies s'attaquent même à ces colosses, jetaient, couchés sur le dos, des herbes vers le ciel comme s'ils prenaient la terre à témoin dans leurs prières. Il est avéré qu'un éléphant, ayant été plusieurs fois corrigé pour sa lenteur d'esprit à retenir ce qu'on lui enseignait, fut trouvé la nuit, répétant sa leçon. Ensuite vont commencer 2-3 chapitres sur les dragons, puis les serpents. Ça vous donne une idée de la bizarrerie de ces plans et de la méthode de travail de Pline l'Ancien. Alors après viennent les oiseaux, les insectes. Évidemment, les premiers insectes, ce sont les abeilles, qui sont traités pendant assez longtemps avec une digression sur le miel. Puis tout à coup, on se met à étudier les membres des animaux. Alors là, il y a un ordre apparent. On commence par le haut. Mais vous voyez, on n'ira pas jusqu'aux pieds. En fait, on commence par la tête, mais on n'ira pas jusqu'aux pieds. Alors par le haut, on étudie les cornes, les crêtes, les aigrettes, les cheveux. Et puis ensuite les yeux, les dents, les oreilles, le cœur, le foie. Et puis on passe aux artères et aux veines et au lait. Et ça se termine sur le lait, curieusement, comme s'il faisait partie des membres des animaux. Bon. Et puis tout à coup, on passe aux arbres, livre 12-13 et suivant. Alors on commence par le platane, qui est un arbre divin. Et puis tout à coup, les arbres exotiques, ceux qui donnent l'encens, la myrrhe, la cinnamome, avec une jolie digression sur le papier, fabrication du papier, les usages du papier, son origine. Ensuite viennent les arbres fruitiers qui ont droit à 2 livres, en commençant par la vigne, considérée comme un arbre. Et alors vous avez des chapitres succulents, c'est le cas de le dire, par exemple sur les 41 espèces de poires. Mais tout le monde préfère la crustamia, puis la falerne parce qu'elle donne à boire tant elle a de jus. On dit de lait. Et dans ce genre, une autre de couleur noire que nous a donné la Syrie. Les noms des autres poires varient avec les lieux, mais parmi les noms reconnus à Rome,
Les décimianes et les pseudo-décimianes qui en viennent ont rendu célèbres leurs auteurs, comme les Dolabellianes, aux très longs pédoncules, les Pomponianes, surnommés Mamelus, les Lycérianes, les Sévianes et les Turanianes, qui en sont issus et s'en distinguent par la longueur du pédoncule. Les Favonianes, rouges, un peu plus grosses que les superbes, les Latérianes, les Anicianes d'arrière-saison, à l'agréable goût acidulé. On appelle Tibérianes les poires favorites de l'empereur Tibère. Elles sont plus colorées par le soleil et plus grosses. Autrement, on les confondrait avec les Lycérianes. Et ensuite viennent les oliviers, les palmiers, les roseaux, etc. Et puis les céréales. Les céréales sont l'occasion de parler des travaux des champs et de la météorologie, savoir si on peut semer quand il y a eu de la grêle ou ce genre de questions. Et puis les plantes de jardin, les fleurs. Et alors les fleurs, il y a une très jolie digression sur les couronnes. Il faut que je vous lise la table des matières sur les couronnes de fleurs. Apparemment, les fleurs servent surtout à faire des couronnes, parce que c'est le début du chapitre. Des guirlandes, couronnes tressées, quels sont ceux qui ont imaginé de mélanger les fleurs? Quand ont-elles été appelées pour la première fois corolles et pourquoi? Qui le premier a donné des couronnes faites de feuilles en argent et en or? Voyons, on passe des plantes aux couronnes en argent. D'où vient le nom de corollaire? Considération dont jouissaient les couronnes chez les anciens, sévérité des anciens à propos des couronnes, qui fut couronné de fleurs par le peuple romain, et ça vous donne une liste d'hommes célèbres. Bon, tout ça à propos donc des fleurs et des couronnes. Puis vient un grand ensemble de livres très longs sur les médicaments. Alors les médicaments de diverses origines, remèdes tirés des plantes, histoire de la découverte des plantes, puis une liste de plantes qui n'a plus rien à voir avec les remèdes au beau milieu, remèdes d'origine animale, alors le fumier d'ânon, le sel de vipère, avec une digression sur les médecins célèbres, et puis les eaux médicinales, puisque les Romains aimaient beaucoup les eaux, et encore aujourd'hui en Italie, on peut aller de ville d'eau en ville d'eau sans faire beaucoup de kilomètres. Donc il y a toute une étude pendant un livre entier sur les eaux de différentes sortes. Et à la fin des remèdes, les remèdes tirés des poissons et animaux aquatiques. Et là encore, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un bout de table des matières à propos des animaux aquatiques et des remèdes. Ça n'a plus rien à voir avec les remèdes d'ailleurs. Force suprême déployée par la nature, du rémora, de la torpille, du lièvre de mer, merveille de la mer Rouge, de l'intelligence des poissons. À quel endroit mange-t-il dans la main? À quel endroit donne-t-il des oracles? Reconnaissent-ils la voix? Où y a-t-il des poissons amers, salés, doux? Où y a-t-il des poissons qui ne sont pas muets? Il existe aussi des sympathies et des antipathies selon les lieux. Date à laquelle les poissons de mer sont entrés en usage dans le peuple romain. Règlement du roi Numa sur les poissons. Et enfin, du corail, 43 remèdes et observations. Vous voyez l'extraordinaire désordre entre les règlements du roi Numa sur l'alimentation à base de poissons et les 43 remèdes issus du corail. Très résistante est la coquille des murex et des coquillages divers où se montre la grande variété des jeux de la nature, tant il y a de couleurs différentes, tant de formes. Des plats, des concaves, des longs, des cintrés, des sphériques, des hémisphériques, des bossus, des lisses, des ridés, des dentelés, des striés, sommets spiralés comme le murex, rebords allongés en pointe, étalés au dehors ou repliés en dedans, et puis comme ornement des raies, des lignes fines comme cheveux, des frisures, des cannelures, des dents de peigne, des ondulations imbriquées, des entrecroisements en forme de treillis, des déploiements en oblique ou en ligne droite, des taches serrées, étirées ou sinueuses. Pour unir les coquilles, une attache courte ou une charnière latérale. Coquilles qui s'ouvrent comme des castagnettes ou qui s'incurvent en forme de trompette. Certains naviguent sur la mer. Les conques de Vénus offrant leur partie concave et l'opposant à la brise, elles font voile à la surface des ondes. Les peignes sautent et voltigent hors de l'eau. Ils se servent aussi de leurs coquilles, comme d'une barque.
On est frappé aussi par l'idée qu'il n'y a pas de solution de continuité entre le monde animal, végétal, minéral, et que finalement ce désordre de Pline répond peut-être à une conception de la nature où il y a une contiguïté, un passage entre ces trois règnes. Ce qu'on repère surtout, c'est la très grande proximité avec les bêtes, par exemple. Les bêtes connaissent les rites religieux. L'éléphant, par exemple, connaît les rites religieux. Il y a même un éléphant qui, là on ose à peine l'avouer, qui sait écrire le grec, ça, peut-être en douter, mais la poule, par exemple, lorsqu'elle a pondu son œuf, exécute un certain nombre de rites religieux qu'évidemment il raconte de manière anthropomorphique, mais ça montre bien cette sorte de sympathie dans laquelle il est avec la faune. Il y a aussi l'histoire d'un malheureux petit cheval à qui on avait bandé les yeux pour la saillie, et qui, lorsqu'on lui a débandé les yeux, s'est aperçu qu'il venait de saillir sa propre mère et qui est allé se jeter dans un précipice par honte, parce que les chevaux connaissent les liens de parenté et pratiquent la prohibition de l'inceste. Il y a d'autres types de rapports avec les bêtes, par exemple le rôle didactique des bêtes qui ont appris aux hommes tant de techniques. C'est par exemple l'hippopotame qui lui a appris la saignée, c'est l'hirondelle qui lui a appris à construire les murs en torchis. Il y a aussi le rapport d'amitié. Il y a de très belles histoires sur les liens tissés avec les dauphins, et c'est quelque chose qui parle encore beaucoup au cœur des gens. Il y a aussi des rapports de collaboration. Les hommes chassent avec les oiseaux. Et puis il y a des rapports, et c'est peut-être l'essentiel, mais cette fois-ci, hélas, aux dépens de l'animal, des rapports bien sûr de médecine. Beaucoup de substances animales sont utilisées pour les soins. De toute façon, globalement, la nature entière semble destinée à servir de pharmacopée à l'homme. Par exemple, il y a telle maladie d'organes que l'on soigne en s'appliquant à cet endroit du corps un petit chien encore à la mamelle. La maladie passe dans le corps du chien. On peut le vérifier en ouvrant après ce malheureux chien, et on voit que la maladie est passée dans l'organe correspondant. À partir de ce moment-là, on est tenu de donner une sépulture au chien, en tous les cas. L'inanimé aussi est vivant. Par exemple, le phénomène de l'attraction du fer sur la pierre d'aimant est vu de manière complètement anthropomorphique, c'est-à-dire que le fer vivant, dit le texte, court sur la pierre comme victime d'une attraction amoureuse en quelque sorte. Mais d'ailleurs l'exemple du fer et de la rouille est intéressant parce que sur cet exemple-là on voit bien nouer tous les liens. Le fer est ce qui par l'arme tue l'homme, mais la rouille abîme le fer, tue le fer. Heureusement, la rouille fait partie de la pharmacopée et soigne l'homme qui a été blessé par le fer. Et le bien et le mal sont étroitement liés. Tout objet a en lui-même un aspect bon, un aspect mauvais. Et là, ce qui intervient, c'est le sens de la mesure chez les hommes. Parce qu'ils dénoncent très très souvent la magie, souvent d'ailleurs mal dissociée de la médecine dans ses pratiques. Ce qui peut nous sauver, si vous voulez, de pratiques abusives, c'est justement le sens de la mesure. Je prends un exemple. La ciguë, que nous connaissons essentiellement comme susceptible d'empoisonner, tout le monde se souvient de l'histoire de Socrate, eh bien, si on la traite de telle manière, si on la présente, si on la cuit de telle manière, eh bien, on peut très bien en manger, on peut se faire un gratin de ciguë. De la même façon, encore une fois, sens de la mesure, vous pouvez bien mâcher une plante appelée strychnos, la morelle à fruits noirs, pas trop longtemps. Si vous le faites peu de temps, cela lutte contre le déchaussement des dents. Si vous le faites trop longtemps, vous pouvez entrer dans un délire complet. Donc encore une fois, c'est le sens de la mesure. Alors, une fois que vous avez fait ce petit parcours, vous aboutissez aux métaux. Alors là, vous avez 2 livres entiers sur les métaux, or, argent, cuivre, fer, plomb et tin.
Et puis ensuite, on passe à la peinture et aux couleurs et aux peintres célèbres, avec une liste de peintres célèbres. Mais l'or est l'occasion d'une digression étonnante sur ce qu'on appelle l'ordre équestre, c'est-à-dire les chevaliers à Rome, parce que je pense que Pline devait être très content, très fier de faire partie de l'ordre équestre. Et alors, il est question des gens qui ont le droit de porter un anneau d'or. Et Pline, à cette occasion-là, fait une petite histoire de l'ordre équestre, qui n'a rien à voir avec le reste. Donc là encore, on a une digression tout à fait étonnante. Et alors, la fin, c'est sur les pierres. Le carrelage, le verre, les différentes sortes de verre, les bijoux. C'est certainement ça précieux pour l'histoire des techniques. Mais alors c'est précieux aussi pour les richesses de vocabulaire. C'est très difficile de décrire des pierres précieuses et notamment de décrire leurs nuances et leurs couleurs. Et alors on a un vocabulaire étonnant sur les couleurs, les effets de lumière. Par exemple, il parle de pierres qui imitent la neige, qui sont ponctuées d'étoiles, constellées de gouttes d'or, qui brillent comme du diamant, qui ressemblent à un voile nuageux, qui est couleur de poireau, ou bien bleu azur, couleur de moisissure, couleur de sang. Et c'est là-dessus que se termine l'ensemble du livre. On pouvait croire qu'on aurait une conclusion, mais en fait, la conclusion a déjà été éparpillée à divers endroits à propos de la sagesse de la nature, des merveilles de la nature, mais Pline n'est pas un véritable systématique. Il ne tente pas de rassembler en une gerbe finale. Ça se termine simplement sur les beautés de différentes sortes de pierres. Il fait des digressions énormes, qui d'ailleurs souvent font notre bonheur. Son plan, vu de très haut, n'est-ce pas, est cohérent, mais dans le détail, il ne l'est pas. Mais c'est peut-être pour cela qu'il est beaucoup plus agréable à lire qu'Aristote. Bien sûr. Oui, mais c'est au détriment de l'effort de taxinomie d'Aristote. De temps en temps, il a l'air de vouloir opérer un classement convenable, par exemple pour les oiseaux, n'est-ce pas? Il dit, je vais les organiser selon qu'ils ont des serres ou qu'ils n'en ont pas. Et puis, il bifurque à la première occasion, n'est-ce pas, pour parler d'autre chose. Il oublie le plan qu'il a annoncé. Non, ce n'est pas un esprit taxinomique à la façon d'Aristote. Le défilé des animaux, n'est-ce pas, commençant par les plus gros, les plus impressionnants, ou les plus nobles. Il est quelquefois rapproché, n'est-ce pas, du goût des Romains pour les exhibitions d'animaux au cirque. Et dans l'amphithéâtre, n'est-ce pas, les animaux exotiques, l'idée qu'on se fait d'eux, n'est-ce pas, le lion étant le plus noble des animaux. Le lion est le seul fauve qui montre de la clémence envers les suppliants. Il épargne ceux qu'il a terrassés. Sa fureur s'exerce plutôt sur les hommes que sur les femmes et il n'attaque les enfants qu'en cas de famine. On croit en Libye qu'il comprend le sens des prières. En tout cas, j'ai entendu dire à une captive revenue de Gétulie qu'elle avait dans les bois arrêté l'assaut de nombreux lions en osant leur parler et leur dire qu'elle était une femme fugitive, malade, une suppliante aux pieds du plus noble de tous les animaux, de leur roi à tous, et une proie indigne de sa gloire. Est-ce intelligence ou simple hasard qui fait que les bêtes féroces s'adoucissent quand on leur adresse la parole? Les opinions sont partagées sur ce point. On ne s'en étonnera pas si l'on songe que l'expérience humaine n'a pu décider s'il est vrai ou faux que l'on puisse, par le chant, faire sortir les serpents de leur trou et les contraindre à recevoir leur châtiment. Bon, ce sont des points de vue qui relèvent de l'imagination populaire, de la conscience populaire, pas du tout d'une organisation scientifique, c'est exact. Et c'est sur ce point-là, n'est-ce pas, il est évident que Pline est tout à fait en retrait par rapport à la méthode d'Aristote ou de Théophraste. Mais est-ce que vous ne pensez pas que là où Aristote veut expliquer la nature, Pline, il aime et il veut surtout la décrire, la raconter. Et Historia, dans ce sens-là, ce serait vraiment dans le sens de la raconter. C'est vrai. Pline dit dans son introduction, n'est-ce pas, qu'il a récolté des dizaines de milliers de res, c'est-à-dire de faits, de choses, et puis autant de milliers d'historiae,
C'est-à-dire que les choses sont pour lui un prétexte à raconter des anecdotes, comme si son objet essentiel n'était pas la description rationnelle de la nature, mais l'homme. L'homme dans la nature, n'est-ce pas? La conduite de l'homme et le rapport de l'homme au fait naturel. C'est un déclin scientifique évident, n'est-ce pas? Mais c'est aussi un charme, parce qu'il y a des descriptions absolument merveilleuses en Pline, n'est-ce pas? Notamment les pierres précieuses. Il a un art consommé de l'anecdote et de la description. Je vais parler maintenant des caractéristiques naturelles du palmier de Judée. Il en pousse en Europe et assez couramment en Italie, qui reste stérile. Sur les côtes d'Espagne, les palmiers donnent des fruits, mais de saveur âcre. En Afrique, la date est douce, sa saveur malheureusement éphémère. En revanche, en Orient, certains peuples en font du vin, du pain, plus souvent encore la nourriture des bêtes. On dit que les dattes d'Arabie ne sont pas très sucrées, et pourtant Juba donne sa préférence à la savoureuse datte d'Abla des Arabes sénites. D'autre part, on affirme que dans une forêt qui a poussé spontanément, les arbres femelles ne produisent pas sans mâle, et que dans la zone d'un arbre mâle, les femelles se balancent et se penchent vers lui pour le caresser de leur chevelure de palme. Lui, les écailles hérissées s'accouplent avec elle par son souffle, par son regard et par sa poussière de pollen. Si on le coupe, les femelles devenues veuves ne produisent plus. Ce mécanisme amoureux est si bien compris de l'homme qu'il a inventé la fécondation par aspersion des femelles avec la fleur, le duvet ou tout simplement le pollen des mâles. Ce qui me frappe chez Pline, c'est le désir qu'il a de savoir l'origine. Par exemple, il y a un chapitre qui fait l'inventaire de toutes les inventions avec les noms d'inventeurs. Mais quelquefois, c'est assez drôle parce qu'on n'a absolument aucune certitude historique de l'existence réelle de ces inventeurs, d'autant plus que les noms sont quelquefois donnés en fonction de l'invention. Par exemple, Buzigès, Buzigès exactement, c'est celui qui a inventé le joug pour les bœufs. Simplement, le nom est inventé pour un personnage complètement fictif à partir de l'invention. Mais moi, je suis touchée, si vous voulez, de ce désir de savoir l'origine et qui, du coup, aussi aménage autre chose, c'est-à-dire il aborde une sorte de profondeur du temps. Parmi des gens jeunes, j'ai entendu cette réaction qui m'a semblé intéressante et c'est quelque chose d'utile, je pense. C'est un jeune homme qui m'a dit « Mais c'est curieux, alors, pour Pline, il y avait déjà une antiquité ». Parce qu'évidemment, il parle au 1er siècle après Jésus-Christ, et il parle de sa propre antiquité qui renvoie au début de la République, à la royauté, à la fondation de Rome. Donc ça crée une sorte de profondeur du temps qui est une notion importante, me semble-t-il. Et ce qui me touche aussi, mis à part ce désir de connaître l'origine, c'est l'émerveillement que manifeste Pline devant les créations de la nature. Le texte est scandé d'hymnes à l'eau, d'hymnes au feu. Alors, c'était bien sûr un genre littéraire particulier, c'est quelque chose que l'on trouve chez Lucrèce en particulier, ou bien chez Virgile, mais dans la mesure où c'est raccordé, si vous voulez, à l'utilisation et à l'utilité de ces éléments, ça prend peut-être une autre signification. Je voudrais donner d'autres exemples. Il est émerveillé, par exemple, devant des phénomènes évidemment un petit peu douteux, comme des fontaines d'eau qui, à certains jours de l'année, font couler du vin.
Malheureusement, si on transporte ce vin ailleurs, le phénomène prodigieux cesse, ce qui est bien dommage. Il est aussi ébloui devant la variété des formes et tous ces monstres qu'il situe, évidemment, comme on le faisait à l'époque, aux confins de l'univers, du côté des Arimasps, ou bien des Scythes, ou bien en Éthiopie, ou bien en Inde, et qui apparaissent comme des sortes d'hybrides que la nature aurait bricolés dans un premier temps avant de se fixer à des formes, non pas définitives, mais au moins durables. Toutes ces rêveries vont avoir des prolongements dans l'imaginaire, puisque toutes ces étranges créatures, comme le monocole, comme le sciapode, comme les centaures aussi, les phénix, vont se retrouver jusque sur les chapiteaux romans, réintégrés à l'univers chrétien. Donc il a été aussi un des maillons de transmission de la connaissance de ces créations de l'imagination humaine. Chez les Éthiopiens du soir se trouve la fontaine Nigris. L'opinion commune y voit la source du Nil. Près de cette source vit la bête appelée Catoblépas, d'une taille du reste médiocre et paresseuse des membres. Toute son activité consiste à porter péniblement sa tête qui est très lourde et qu'elle tient toujours inclinée vers le sol. Autrement, elle serait le fléau du genre humain, car tout homme qui a vu ses yeux meurt aussitôt. Il est aussi fasciné par les records. Alors c'est vrai que j'ai employé le mot record dans ma traduction qui peut paraître comme une sorte d'anachronisme, mais quand je vois par exemple qu'il cite le cas le plus extraordinaire d'acuité visuelle qui consiste dans le fait d'avoir été capable pour un homme, enfin qu'un homme ait été capable de recopier l'Iliade sur un parchemin qu'on a pu enfermer dans une coquille de noix. Sachant la longueur de l'Iliade, effectivement, c'est un miracle. Voilà, je crois un autre exemple d'acuité visuelle, c'est une sculpture d'un char tellement petit qu'il peut être mis sous l'aile d'une mouche. Oui, la mouche était sculptée en bronze aussi au-dessus du quadrige, et pourtant tous les éléments du quadrige étaient visibles. Et c'est intéressant de voir que les merveilles, justement, ne sont pas seulement les merveilles naturelles, mais les merveilles de l'industrie humaine et de l'art humain. Et on passe d'ailleurs, au fur et à mesure que le livre se développe, on passe de cet émerveillement devant les créations naturelles à l'émerveillement devant les artefacts humains et devant les œuvres d'art, les constructions, les 7 merveilles du monde par exemple. Les sculptures à musique. Les sculptures à musique, c'est-à-dire des bronzes qui étaient conçus de telle manière que on pouvait en obtenir un son. Ou alors les sculptures à bascule, par exemple, les bronzes à bascule, par exemple une statue de cerf qui mimait le mouvement du bond par une sorte de mécanisme. Du lotomètre, 2. De l'héliotrope ou hélioscopium ou verrucaria, 12. De l'héliotrope ou trichocum ou scorpiuron, 14. Théorie de la génération. Anecdote concernant les dents. Anecdote concernant les enfants. Cas de taille exceptionnelle. Enfant précoce. Qualité physique exceptionnelle. Cas de force extraordinaire. Rapidité particulière à la course. Cas de vue extraordinaire. Merveille de l'ouïe. Résistance à la douleur physique. Mémoire. Vigueur d'esprit. Cet homme
a été pris comme un maître de science, une source de la science, et ceci jusqu'au XIXe siècle. Par exemple, Buffon. Buffon, qui est mort en 1788, dit de lui, il pense en grand. Il communique une liberté d'esprit, une hardiesse de pensée qui est le germe de la philosophie. Sa compilation est d'une riche nouveauté. Voilà ce que pensait Buffon. Et M. de Blainville, qui était aussi au Muséum d'histoire naturelle, mais qui est mort, lui, en 1850, donc déjà à l'ère scientifique, ou bien au premier pas, n'est-ce pas, de l'ère scientifique, dit tout le contraire. Il dit que c'est un amas de données entassées, sans choix ni critique, une somme sans aucun intérêt, ni intellectuel, ni scientifique. Et sa philosophie est d'une grossièreté, d'une absurdité totale. Voilà. Et à mon avis, laudateur et détracteur de Pline se trompe, ne le juge pas d'un point de vue juste. Et ceci pour une première raison très simple, c'est qu'ils ont mal lu Pline. Ils ont mal lu Pline. Et ils n'ont pas toujours séparé, n'est-ce pas, ce qu'il prend à son compte et ce qu'il rejette. Il a indiqué clairement, bien souvent, sa position personnelle, et ceci beaucoup plus souvent qu'on ne croit. Par conséquent, il faut savoir lire Pline. Et il y a chez lui des faits indiscutables, n'est-ce pas? Eh bien, il ne cite aucun auctor, c'est-à-dire il n'y a pas de référence. Par exemple, s'il y a des sources pétrifiantes, ce sont des phénomènes bien connus, n'est-ce pas, ou des rivières pétrifiantes, pas besoin de dire qui le sait et qui l'a dit, tout le monde le sait. Mais il y a des choses plus inquiétantes, des sources par exemple qui guérissent la folie, ou bien qui agissent contre la stérilité des hommes ou des femmes, ou bien qui rendent les hommes noirs ou blancs, ou les animaux noirs ou blancs. C'est des choses vraiment très inquiétantes. À ce moment-là, c'est un déluge de références. Vous voyez défiler des Romains, Varron, mais aussi des Grecs, Ctésias, etc. Surtout, souvent, ces Grecs, n'est-ce pas, qui ont accompagné Alexandre dans ses expéditions orientales. Et là, n'est-ce pas... Donc, quand il raconte quelque chose d'un peu incroyable, il se protège derrière un bouclier d'auteur. Il cite un personnage, n'est-ce pas, qui, comme on dit, porte le chapeau. Il y a des choses très étonnantes. Quand il dit, par exemple, que certaines terres dans la province d'Ombrie sont plus sèches quand il pleut, il y a de quoi étonner. On est surpris. Il ne signale pas que c'est absurde. Il dit simplement, Cicéron le mentionne dans son livre intitulé Admiranda, c'est-à-dire choses étonnantes. Califane relate qu'au-delà des Nasamons et de leurs voisins, les Maklis, habitent des androgynes qui sont pourvus de l'un et l'autre sexe, dont ils usent à tour de rôle dans le coït. Aristote ajoute que leur sein droit est celui d'un homme et leur sein gauche celui d'une femme. Toujours en Afrique, il existe, selon Hésigone et Nymphodore, des familles de sorciers capables, par leurs incantations, de faire périr les troupeaux, sécher les arbres, mourir les nourrissons. Hésigone ajoute qu'il existe des gens de la même espèce chez les Tribales et les Illyriens, qui sont capables d'ensorceler aussi par le regard et de donner la mort aux personnes qu'ils fixent quelque temps, surtout s'ils le font avec des yeux courroucés. Il leur est plus aisé d'exercer leur maléfice sur les adultes. Fait plus remarquable encore, ils ont 2 pupilles dans chaque œil. Apollonide rapporte qu'il y a même des femmes de cette espèce, en Scythie, qui s'appellent Biti. Philarque cite également dans le Pont les Tibiens et beaucoup d'autres de la même espèce qui se signalent, dit-il, par une double pupille dans un œil et par l'image d'un cheval dans l'autre. Il ajoute qu'ils ne peuvent jamais couler, même alourdis de vêtements.
En tout point semblable, selon Damon, sont les pharmaques d'Éthiopie dont la sueur communique la consomption au corps qu'elle touche. D'ailleurs, chez nous, Cicéron soutient également que partout, toutes les femmes qui ont les pupilles doubles possèdent un regard maléfique. Tant il est vrai que la nature, qui a déjà fait naître en l'homme l'instinct bestial de se nourrir de chair humaine, s'est encore plus à faire naître des poisons dans tout son corps et parfois aussi dans ses yeux, de peur qu'il n'y eût quelque mal qui n'existât pas dans l'homme. On pourrait vous citer, par exemple, ce qu'il dit sur les corbeaux. Les corbeaux pondent en tout 5 œufs, exact. Pas de hauteur, pas de référence. Ensuite, ils pondent et s'accouplent par le bec, selon l'opinion populaire. C'est moi qui souligne par la voix, n'est-ce pas, ce qui, chez lui, passe un peu inaperçu. Et c'est pourquoi les femmes enceintes, si elles mangent un œuf de corbeau, accouchent par la bouche. Et leur accouchement est en général très difficile, on le croit volontiers. Un peu plus loin, n'est-ce pas, Mucien, qui fut 3 fois consul, pour se protéger de l'ophtalmie, portait sur lui une mouche vivante dans un petit linge bleu. Ce Mucien est un personnage très important, un des lieutenants de Vespasien, 3 fois consul. Pline adore épingler ainsi les personnes importantes qui ont dit des bêtises. Et ailleurs, on voit de graves ambassadeurs assurant qu'ils avaient vu un triton jouant de la flûte ou je ne sais quoi, un instrument de musique dans une grotte. Oui, mais quelquefois, par exemple, il dit « J'ai vu moi-même un hippocentaure conservé dans du miel ». Il dit quelquefois avoir vu de ses propres yeux des... Est-ce que c'est de ses propres yeux qu'il a vu cet hippocentaure? Quelquefois, ce n'est pas lui qui a vu. Il rencontre, on voit, des gens prétendent avoir vu, n'est-ce pas? Il y a quelquefois ces chevaliers romains très distingués, Splendentes par exemple, qui prétendaient avoir vu un homme de mer, Homo marinus, grimper sur des navires la nuit pour les faire couler au large de Cadiz. Mais je suis convaincu qu'ici il se moque de ces Splendentes equites. Une de ces têtes de Turcs, si on peut dire, c'est Nigidius Figulus, savant célèbre de l'époque de Cicéron, n'est-ce pas, dont la philosophie était d'un pythagorisme brumeux, avec beaucoup de consonances magiques. Nigidius, il dit, par exemple, ceci quelque part, Nigidius pense que le ramier abandonne son nid si l'on prononce son nom sous le toit où il couve. Sans commentaire. Sans commentaire. Vous voyez, on ne pourrait pas, on pourrait, mais ce serait tout à fait démesuré, n'est-ce pas, relever les innombrables coups d'épingle que Pline lance, n'est-ce pas, à l'opinion vulgaire, et de préférence aux personnages importants et qui ont dit des sottises, qui ont été en panne d'esprit critique. Donc il y aurait une ironie de Pline. Il y a une ironie, il y a un humour de Pline. C'est de l'humour tout pur, n'est-ce pas, que de juxtaposer, n'est-ce pas, un fait vrai et puis une légende signée. Pline dénonce quelquefois la corruption active que les hommes ont exercée à l'encontre de la nature, par exemple en donnant aux bêtes ou bien aux plantes le goût du vin. On en arrose les platanes, on en donne aux escargots, pour faire des escargots plus parfumés pour la cuisine. Il dénonce également la falsification des produits et ces médecins qui, au lieu de fabriquer leurs propres médicaments, se servent des succédanés que l'on trouve sur le marché de Séplasie à Capoue, qui était très connu. Il dénonce aussi la mystification comme une sorte d'entreprise de technique publicitaire pour donner du prix aux choses, par exemple à l'encens, dont le lieu de production demeure très, très mystérieux, pour un produit extrêmement précieux et à qui il donne en quelque sorte une semi-divinité. Mais ces substances exotiques, tout de même, n'ont pas la place qu'il garde pour les 2 arbres essentiels de sa flore, c'est-à-dire la vigne et l'olivier. Mais peut-être, on ne peut pas faire des hiérarchies et des catalogues de ce genre, mais avec la vigne et l'olivier, c'est vrai que Pline rend hommage beaucoup au lin,
dans l'idée que c'est de cette toute petite graine de lin que naît la tige de lin qui va permettre de tisser les voiles des navires qui emporteront les hommes au bout du monde. Et d'autre part, le roseau, qui, si fragile qu'il soit, permet à la fois de maîtriser le monde par le papyrus et par la guerre, puisque le roseau sert à fabriquer les flèches. Même si Pline, quelquefois, dit qu'il y a offense à la nature, il le dit même assez souvent, en fin de compte, il pense que inventer, c'est en quelque sorte rendre hommage à la nature parce que c'est limité. Et par exemple, la greffe, qui peut apparaître comme une pratique extrêmement, tout à fait antinaturelle, au même titre que le voyage qui, en quelque sorte, viole la mer, ou bien les forages de la terre, ou même la culture, qui sont aussi un viol de la terre, eh bien, toutes ces pratiques, finalement, sont en fin de compte des hommages, parce que l'homme fait comme la nature, il invente aussi. Et même s'il condamne la greffe, qu'il l'assimile d'une certaine façon par image à l'adultère ou même à des pratiques sexuelles contre nature. Et pourtant, il est fasciné de voir un arbre qui porte, c'est une chose bien extraordinaire, à la fois des pommes, des poires, des prunes, des noix, hein, des hybrides tout à fait extraordinaires. Mais il dit bien que c'est la nature même qui nous en donne le modèle, puisque c'est l'oiseau lui-même qui a permis les premières greffes. L'oiseau avale la graine, il la restitue réchauffée dans la fiente qui se loge dans une entaille de l'arbre, et voilà un surgeon qui peut pousser. Donc là aussi, le modèle est naturel. Le monde, cet ensemble qu'on ne sait plus à appeler d'un autre nom le ciel, dont la voûte couvre la vie de tout l'univers, doit être tenu pour une divinité éternelle, immense, sans commencement comme sans fin. Scruter ce qui est en dehors de lui n'importe pas à l'homme et échappe aux conjectures de l'esprit humain. Le monde est sacré, éternel, immense, tout entier dans le tout, ou plutôt il est lui-même le tout. Infini et paraissant fini, déterminé en toute chose et paraissant indéterminé. Au-dedans, au-dehors, embrassant tout en lui, il est à la fois l'œuvre de la nature et la nature elle-même. C'est folie d'avoir songé, comme certains, à calculer ces dimensions et oser même les faire connaître, ou encore d'avoir, comme d'autres, qui ont pris occasion de leurs recherches ou la leur ont donnée, enseigner l'existence d'une quantité innombrable de mondes, ce qui obligerait d'admettre un nombre égal de natures, ou même, si une seule les embrassait tous, autant de soleils, de lunes et de tous les autres astres déjà immenses et innombrables dans un seul monde. Il y a des choses qu'il a observées. Je prends un passage où il a parlé des astres, des différentes comètes. Les Grecs appellent comètes et les Romains étoiles chevelues, celles qui sont hérissées d'une touffe de poils couleur de sang, qui se dresse comme une chevelure. Alors il donne d'autres noms encore. On a une espèce d'éparpillement de noms, des dénominations étonnantes pour les choses célestes. Les Grecs nomment Pogonie, celle qui traîne une crinière en forme de barbe, et celles qu'on appelle Aconti, filent comme des javelots, et sont le présage d'événements tout à fait imminents. Alors il continue, les comètes plus courtes terminées en pointe ont reçu le nom de Xiphi, elles ont le reflet de l'épée. Il y a celles qu'on appelle discoïdes, celles qu'on appelle Pythéus en forme de tonneau, les kératis en forme de corne, les lampadies en forme de torche, etc. Alors là, on a une remarque très intéressante du point de vue astronomique. Certains croient, on aimerait savoir qui c'est, certains croient que ces astres aussi sont permanents, sidera perpetua, ce sont des astres perpétuels, éternels, et ont leur propre révolution. Donc ça veut dire que les comètes peut-être seraient comme des planètes. Ça c'est important et c'est nouveau parce que ça n'est pas du tout en accord avec Aristote et c'est une idée qui reprendra son actualité à la Renaissance seulement. Mais donc quelques hommes, quelques auteurs ont cru
que les comètes pouvaient être des astres analogues aux planètes, donc très loin, bien au-delà de la Lune, et pas du tout proches de nous comme l'arc-en-ciel. Mais si les comètes sont loin, il faut expliquer leur mouvement, et ça oblige à repenser l'astronomie. C'est ce qui se passera à la Renaissance. Donc là, Pline atteste qu'il y a eu des hommes dont l'opinion était que les comètes pourraient ressembler aux planètes. Oui, et c'est aussi ce qui fait l'intérêt, au fond, du texte de Pline. Ça n'est pas tellement, justement, ses qualités théoriques, mais son caractère de témoignage. Isabelle Pantin. C'est un livre, on dit, c'est un livre historique, bon, qui évidemment est très inférieur à Aristote, pour ce qui est de démontrer, au fond, les rouages du monde, montrer comment tout est construit, justifier tous les aspects de la cosmologie, le mouvement des astres, etc. Mais c'est un ouvrage qui, n'ayant pas ces qualités, en a d'autres, et notamment une certaine faculté de restituer le passé, une sorte de témoignage de l'astronomie ancienne, celle qui a disparu, parce que on avait bien conscience que la synthèse établie par Aristote, puis par Ptolémée, d'une certaine manière, avait fait barrage, avait étouffé, enfin, des possibilités qui avaient existé précédemment. Donc on a à la fois ce goût pour l'anecdote, et puis l'idée de se servir de l'histoire naturelle comme d'un document archéologique. Et comme tel, le texte donc est soumis malgré tout à une approche critique. Alors on trouve les deux approches, et dans le livre 2, je dirais que peut-être l'approche critique est ce qui prédomine, parce que le livre 2 a été étudié principalement au XVIe siècle par des astronomes professionnels. Ils voient ces insuffisances, parce qu'il suffit de comparer le livre 2 au Décélo d'Aristote pour voir qu'il ne s'agit pas du tout d'un texte de la même nature. Mais au lieu de lui en faire grief, il le justifie au fond par son projet littéraire, au fond. Il considère que c'est une relation de complémentarité, finalement, plutôt que d'opposition. Avec le texte d'Aristote. Avec le texte d'Aristote. Leur idée, c'est qu'il ne faut pas demander à Pline ce qu'il est incapable de donner. Ça n'est pas un manuel pour former des spécialistes. Son contenu philosophique est très faible. Mais il a autre chose. Donc c'est un beau texte, et un texte au fond d'historien, avec les deux sens du terme historien qui existe encore à l'époque, c'est-à-dire l'historien, c'est celui qui fait une description des choses, plus qu'une analyse théorique, et c'est aussi quelqu'un qui apporte des témoignages. Et donc il y a une richesse documentaire, finalement, tout à fait intéressante chez Pline. Et plutôt que de chercher à le corriger, ce qui ne se brise pas de faire d'ailleurs, ils essayent de voir ce que Pline peut leur apporter, justement comme témoignage sur une zone qui est très mal connue, qui est la cosmologie des stoïciens. Et aussi, c'est une attitude qui émerge à la Renaissance et qui va jouer un rôle très important, essayer de voir si certaines au fond, des possibilités qu'on trouve dans le texte de Pline, qui ont été étouffées dans l'œuf par Aristote, ne seraient pas finalement valables. Il y a les prodiges qu'on appelle torches, flambeaux, bolides, poutres, crevasses. Alors crevasses, c'est les chasma. En latin, ils appellent ça hiatus. Bon, à quoi ça peut bien ressembler, un hiatus dans le ciel? On ne sait pas très bien. Bon, il est assez court là-dessus. Il dit simplement, le ciel lui-même peut présenter aussi une crevasse qu'on nomme chasma. Et alors il ajoute, il se produit aussi sous un aspect sanglant le phénomène le plus terrible pour des mortels craintifs, un incendie tombant vers la terre,
comme dans la 3e année de la 107e Olympiade, lorsque le roi Philippe ébranlait la Grèce. Alors cette année, on sait exactement ce que c'est 349 avant Jésus-Christ. Donc voilà une information dont Pline donne une date exacte, ce qui est rare, et c'est précieux à ce moment-là. Mais simplement, qu'est-ce que c'est que le ciel sanglant? On ne sait pas très bien. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que les gens ont vu? Alors, ces choses furent sans doute les présages d'immenses malheurs. Et puis alors il explique, ces malheurs n'arrivèrent pas parce que les météores étaient apparus, au contraire. Les météores apparurent parce que les catastrophes étaient imminentes, mais leur rareté cache la loi qui les régit et les empêche d'être connus, comme le sont les levées d'astres et les éclipses dont nous avons parlé plus haut. Et puis alors il continue avec d'autres merveilles. On distingue autour du disque solaire comme des couronnes, des épis ou des cercles, comme lorsque César Auguste entra dans Rome après la mort de son père. Bon. Donc c'est rapporté comme ça indirectement. Et puis il parle de parélie, plusieurs soleils visibles. 3 soleils ont été vus à la fois, sous le consulat de Spurius Postumius, de Quintus Marcius, et là il donne un certain nombre de dates pour des parélies à 3 soleils. Et puis alors, il ajoute, c'est très intéressant pour nous, des étoiles se montrent aussi sur mer et sur terre. J'ai vu la nuit pendant les factions des sentinelles, et tout à coup Pline parle de lui-même, et il donne une information qu'il atteste lui-même. J'ai vu la nuit pendant les factions des sentinelles briller à la pointe des javelots, devant les retranchements, des lueurs à la forme étoilée. Les navigateurs aussi en voient se poser sur les antennes et sur d'autres parties du navire, avec une sorte de voix, de son vocal, comme des oiseaux qui iraient voler de place en place. Ces choses sont redoutables quand il en vient une seule, et elles font couler le bâtiment. Si elles tombent au fond de la carène, elles l'embrasent. Peut-être il parle d'une forme de foudre, je ne sais pas très bien. Mais s'il en vient 2, alors elles sont favorables et annoncent une heureuse traversée. Alors ça c'est très intéressant parce que, d'abord, donc j'ai dit, il parle de lui-même, là il atteste quelque chose qu'il a vraiment vu lui-même, de manière relativement précise. Simplement il ajoute une interprétation qui n'a rien à voir. Et puis alors c'est intéressant qu'il réunisse les comètes, les parélies, le ciel sanglant, et puis ce qu'on pourrait appeler les feux de Saint-Elme, enfin des effets d'électricité statique à grande échelle, qui sont bien connus. En effet, par temps d'orage, par exemple, on voit à la pointe des mâts de l'électricité statique sous forme d'étincelles, et il réunit ça avec le feu du ciel. Ça c'est important parce que Pline est probablement persuadé du système stoïcien, et il croit que le feu pénètre tout, et que le feu qui est ici-bas est le même que le feu qui est là-haut. Donc là, ça n'est pas l'image du monde d'Aristote, parce qu'il y a une unité profonde, une sorte d'unité magnétique ou électrique entre tous les phénomènes, que ce soit des phénomènes terrestres ou des phénomènes célestes. Donc ici, à travers sa classification même, on voit un principe philosophique d'explication de l'univers. Il donne une description des phénomènes célestes qui est extraordinairement riche, variée, pittoresque, drôle même, parce que il utilise des métaphores. Il prétend avoir vu ou entendu parler de prodiges tout à fait extraordinaires. Et ce catalogue flamboyant, disons, qui ressemble à un feu d'artifice. Un feu d'artifice, de choses tout à fait farfelues, a énormément plu. Alors pas seulement à la Renaissance, mais à la Renaissance où il existe une poésie du cosmos, une poésie des objets célestes. Il y a eu des imitations justement de ces pages qui certainement n'étaient peut-être pas très réalistes, qui n'étaient pas aussi très éclairantes, disons, pour quelqu'un qui aurait voulu réfléchir à la théorie des comètes, mais qui avaient une séduction extraordinaire. Enfin, c'est un catalogue très imaginatif et une sorte de regard de Pline sur l'extraordinaire, sur ces merveilles de la nature, au fond, qui a fait son succès. Au fond, on a l'impression que, contrairement à Aristote, ce qu'intéresse Pline, ce n'est pas la norme, ce n'est pas la règle, mais c'est plutôt l'exception. Oui, tout en sachant bien que pour un stoïcien, l'exception, en fait, montre que la richesse est inépuisable, que la nature est d'une richesse inépuisable, et que l'intelligence de l'homme n'est pas capable d'en percer toutes les clés. L'exceptionnel, ce qui pour l'homme est exceptionnel, malgré tout, est capable de rentrer dans l'ordre de la nature. C'est plutôt une vision de l'extrême grandeur de la création, de la puissance de la providence. Et c'est cela qui a, je crois, fait penser que le texte de Pline était plus facile à rapprocher d'une approche chrétienne que le texte d'Aristote, qui est
plus impersonnel et où l'admiration au fond, pour la nature n'est pas du tout un sentiment prédominant. Signe annonciateur de la tempête. Certains bruits des montagnes, certains mugissements des bois fournissent aussi des pronostics, ainsi que les feuilles qui frémissent sans qu'un souffle se fasse sentir, ainsi que le duvet du peuplier ou du chardon qui voltige, ainsi que les plumes qui nagent sur les eaux, et aussi dans les récipients de bronze, cette vibration caractéristique annonciatrice de la tempête. Quant au grondement du ciel, il a une signification qui n'est pas douteuse. Les animaux donnent aussi des présages. Les dauphins qui folâtrent sur une mer tranquille annoncent du vent du côté d'où ils viennent. Il en est de même quand ils font des éclaboussures. Ces mêmes dauphins, quand la mer est mauvaise, annoncent le calme. Le calmar qui voltige, les coquillages qui s'attachent, les oursins qui se fixent avec leur piquant ou qui se lestent avec du sable sont des signes de tempête. C'est lorsqu'il était amiral qu'il a trouvé la mort lors de l'éruption du Vésuve. Cette mort de Pline, n'est-ce pas, est assez légendaire. On en sait beaucoup et trop peu en même temps. Beaucoup parce que nous avons le témoignage de son neveu, qui était là quand il est parti de Misène pour en direction des Vésuves. Alors que s'est-il passé? Le 24, il fait très beau. Le 24 août, soit disait, il fait très beau à Misène. Il souffle un grand vent d'ouest. Il se trouvait à Misène et commandait la flotte en personne. Mais il fait beau. Le 9, avant les calendes de septembre, aux environs de la 7e heure, ma mère lui apprend qu'on voit un nuage extraordinaire par sa grandeur et son aspect. Il venait de prendre son bain de soleil puis d'eau froide. Il avait fait un repas léger tendu sur son lit et y travaillait. Il demande ses chaussures, monte à l'endroit d'où l'on pouvait le mieux contempler le phénomène en question. Une nuée se formait, on ne pouvait bien voir de loin de quelle montagne elle sortait, on sut ensuite que c'était du Vésuve, ayant l'aspect et la forme d'un arbre et faisant penser surtout à un pin. Mon oncle trouva tout cela curieux et bon à connaître de plus près, en savant qu'il était. Il fait mettre en état un bateau liburnien, il m'offre, si cela me plaît, de venir avec lui. Je lui répondis que je préférais rester à mon travail et précisément, c'était lui qui m'en avait donné la matière. Il sortait de chez lui, on lui remet un billet de Rectina, femme de Cascous, effrayée du danger qui la menaçait. Sa villa était en bas et elle ne pouvait plus fuir qu'en bateau. Elle suppliait qu'on l'arrachât à une situation si terrible. Mon oncle change son plan et ce qu'il avait entrepris par amour de la science, il l'achève par héroïsme. Il fait sortir des quadrirèmes et s'embarque lui-même avec l'intention de secourir, outre Rectina, beaucoup d'autres personnes. Déjà, les bateaux recevaient de la cendre à mesure qu'ils approchaient, plus chaude et plus épaisse. Déjà aussi de la pierre ponce et des cailloux noircis, brûlés, effrités par le feu. Déjà il y avait un bas-fond et des rochers écroulés interdisaient le rivage. Le sommet du mont Vésuve brillait sur plusieurs points de larges flammes et de grandes colonnes de feu dont la rougeur et l'éclat étaient avivés par l'obscurité de la nuit. Mon oncle répétait que des foyers laissés allumés par les paysans dans leur fuite hâtive et des villas abandonnées brûlaient dans la solitude, voulant par là calmer les craintes. Alors il se livra au repos et dormit d'un sommeil qui ne peut être mis en doute car sa respiration, rendue par sa corpulence grave et sonore, était entendue par ceux qui allaient et venaient devant sa porte.
Déjà, le jour était levé partout, mais autour d'eux, une nuit plus épaisse que toute autre nuit, et qu'atténuait pourtant une foule de feux et des lumières de toutes sortes. On résolut d'aller sur le rivage et de voir de près s'il était maintenant possible de prendre la mer. Mais elle était encore grosse et redoutable. Là, on étendit un linge sur lequel mon oncle se coucha. Il demanda à plusieurs reprises de l'eau fraîche et en but. Ensuite, les flammes et l'odeur de soufre qui les annonçaient font fuir ses compagnons et le réveillent. Il s'appuie sur 2 esclaves pour se lever et retombe immédiatement. Je suppose que l'air épaissi par la cendre avait obstrué sa respiration et fermé son larynx qu'il avait naturellement délicat, étroit et souvent oppressé. Quand le jour revint, c'était le 3e depuis celui qu'il avait vu pour la dernière fois, son corps fut trouvé intact, en parfait état, et couvert des vêtements qu'il avait mis à son départ. Son aspect était celui d'un homme endormi, plutôt que d'un mort. Pline le Jeune, lettre à Tacite. Tel est l'état du monde, avec ses terres, ses peuples, ses mers, ses îles et ses villes. Les êtres qui y vivent ne sont pas moins intéressants à observer qu'aucune de ces parties, si toutefois l'esprit humain est capable de pénétrer partout. On commencera à juste titre par l'homme, pour qui la nature semble avoir créé tout le reste, non sans grever ses nombreuses largesses d'un grand, d'un terrible tribut, si bien qu'on ne peut décider au juste si elle est pour l'homme une bonne mère ou une cruelle marâtre. Tout d'abord, il est le seul de tous les êtres vivants qu'elle habille aux dépens d'autrui. À tous les autres, elle a accordé respectivement de quoi se couvrir, carapace, coquille, peau, piquant, poils, soie, crin, duvet, plumage, écailles, toison. Même le tronc des arbres, elle l'a protégé du froid et de la chaleur par une écorce, parfois double. L'homme est le seul qu'à sa naissance, elle jette nu sur la terre nue, le livrant dès l'abord au vagissement et aux pleurs. Nul, parmi tant d'êtres animés, n'est pareillement voué aux larmes et qui plus est, au début même de la vie. Quant au rire, grand Dieu, même précoce, même le plus hâtif, il n'est jamais donné avant le 40e jour. Après cette initiation à la lumière, voici que nous guettent des liens, qu'on épargne même aux animaux domestiques, que tout notre corps est garrotté. Voici donc cet heureux nouveau-né. Il est couché, pieds et mains liés, tout en pleurs, lui, l'être destiné à commander aux autres, et il inaugure sa vie par des tourments pour la seule faute d'être né. Une vie, une œuvre, Pline l'Ancien, par Francesca Isidori. C'est une nature qui est encore une nature plaisante, une nature proche, une nature comestible, agréable, sensible, une nature qui a des parfums, qui a
qui a des saveurs, des couleurs. C'est pas la nature d'un livre de chimie d'aujourd'hui. Quand vous ouvrez Pline, vous êtes dans les champs, vous regardez le ciel, enfin bon, on vous raconte des histoires. C'est une nature qui est très amusante, très savoureuse. Bon, en ce sens-là, c'est une science comme il ne peut plus en exister vraiment. Bon, l'équivalent, ce serait peut-être l'entomologie de Jean-Henri Fabre, par exemple. Bon, on a plaisir à se promener, quoi. C'est une promenade au milieu d'une nature variée, amusante, rigolote, pleine de surprises. Et puis, ce sont des arbres dont on va manger les fruits, ce sont des pierres précieuses qu'on pourra porter au doigt, les poissons vont nous donner des remèdes, s'il y a des pays lointains, ben, ce seront les îles Fortunées, où il est né des hommes extraordinaires. Tout ça est plaisant et proche du plaisir qu'on peut avoir à découvrir la nature. Et donc, en ce sens-là, il a bien fait de ne pas être trop théoricien, parce que ça donne un autre cachet à ce qu'il raconte. Et c'est ce qui fait... Moi, j'ai souvent pensé au livre d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Quand Eco parle de ces listes incroyables d'êtres existants ou inexistants, d'hippogriffes, de dragons, d'anges et de démons qu'on trouve dans les manuscrits médiévaux, bon, Pline a été leur maître en un sens, parce que lui aussi fait des listes de choses qui existent et qui n'existent pas. De la terre de Sinope, remède qu'elle fournit, 11. De la rubrique, de la terre de Lemnos, remède qu'elle fournit, 9. De la terre d'Égypte, de l'ocre, 3 remèdes fournis par la rubrique. Le cophoron, blanc parétonien, phare de Mélos, remède qu'il fournit, 6. Céruse... François de Gand, Isabelle Pantin, Guy Serbat, Daniel Saunier. Sandix, Syricum, le noir, purpurissum, indigo, remède fourni. Texte lu par Claude Pieplu et Jean-Baptiste Malâtre. Vert appien, blanc annulaire, couleurs qui ne prennent pas sur l'humide. Mixage, Gilles Pézra, Jean Fèvre. Réalisation, Christine Berlamont. Et exposé des combats de gladiateurs. De la caprification. 3 espèces de nèfles. 4 espèces de sorbes, 9 espèces de noix, 8 espèces de châtaignes,